Voilà, bonsoir. Bonsoir Mike Horn, bonsoir à tous. Trouver le bon équilibre, s'inscrire dans la durée, s'évader, s'adapter sans s'arrêter de vivre. Voilà comment résumer la semaine qui vient de s'écouler sur Monaco Info. Nos invités nous auront amenés à réfléchir sur l'évolution de cette crise sanitaire et le peu d'indicateurs qui nous permettent d'entrevoir l'avenir. Ne pas s'arrêter de vivre, c'est le message que le ministre d'État Pierre Dartout a délivré sur notre antenne. Vivre mais différemment, comme l'a confié l'aventurier Mike Horn. Cette semaine pour la santé planétaire aura éveillé des consciences. La santé de la planète et celle de l'homme sont indissociables. Et cette crise sanitaire aura mis ce lien en exergue. Du dialogue, de la réflexion, un soupçon d'optimisme. Et le 7e art pour Antidote, c'est le best-of des JT de la semaine. Pour l'instant, ce n'est pas envisagé parce que cela ne nous paraît pas nécessaire que de procéder ni à la fermeture totale des bars et restaurants, bien entendu, ni même à une limitation dans le temps de l'ouverture de ces bars et restaurants. Le péril, aujourd'hui, Monsieur le Ministre, est autant sanitaire qu'économique. Il faut trouver un juste équilibre entre la santé du plus grand nombre et l'économie. Oui, il faut trouver ce bon équilibre, parce que, comme le souverain l'a dit, on doit adapter notre mode de vie, mais il ne faut pas s'arrêter de vivre. C'est travailler, c'est avoir des loisirs, avoir une vie de famille, mais aussi une vie publique. Donc il ne faut pas s'arrêter. Vous savez qu'il y avait pour tout rassemblement public une jauge de 5000 personnes, notamment pour les manifestations sportives ou pour d'autres manifestations. Elle sera dorénavant limitée à 1000. L'économie de monégasque est bien sûr fondée sur tous ces grands événements. Et effectivement, il ne faut pas oublier que l'économie a besoin. La situation à Monaco est sérieuse, elle nécessite beaucoup de vigilance, d'où les mesures que nous prenons. Mais je répète, pour l'instant, elle ne présente pas la même situation de gravité que l'on peut observer dans le reste de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y a dans certains cas des tests qui ne sont pas nécessaires. Je comprends les gens qui ont toujours l'angoisse, mais sauf si vraiment il y a une nécessité, il y a un besoin, notamment si on est symptomatique, là il faut faire un test. Mais dans les autres cas, ce n'est pas indispensable. Et surtout, inscrivons-nous bien dans la durée, parce que nous ne savons pas encore combien de temps cela va durer. Donc un bulletin de l'économie du deuxième trimestre, soit durant les mois d'avril, mai et juin. Autrement dit, la fin du confinement et le début du déconfinement. Que peut-on retenir de cette période ? Alors c'est effectivement un bulletin complètement atypique puisqu'il n'y a aucun mois qui a été équivalent en termes d'activité économique. On a le mois d'avril avec un confinement total, mai une réouverture partielle de l'activité et juin une réouverture un petit peu élargie. Donc forcément, tous les indicateurs s'en ressentent et on a essayé d'analyser cette fois-ci, de prendre un angle un peu plus mensuel. Normalement, on analyse les tendances trimestrielles et cette fois, en plus, on a regardé un petit peu ce qui se passait chaque mois également. Si on regarde les chiffres donc, au 30 juin 2020, on voit qu'au niveau du chiffre d'affaires, on a une baisse importante du chiffre d'affaires de la principauté, moins 13%. Donc on est en baisse de moins 900 millions d'euros par rapport à la même période l'an dernier. Et si l'on regarde au niveau de l'emploi, là aussi on est sur une baisse de près de 14%, avec des situations qui sont très différentes bien évidemment selon les secteurs d'activité. Et c'est tout l'intérêt de ce bulletin, c'est de regarder aussi le détail. Mais très clairement, que ce soit en termes de chiffre d'affaires des entreprises, d'emploi ou encore d'indicateurs hôteliers, touristiques, on est clairement à la baisse par rapport à l'an dernier. Par contre, on voit que si on prend l'angle mensuel, il y a un redémarrage à partir de juin, sur l'emploi notamment, sur la création d'entreprises également, dès le mois de mai. Et notre activité pendant cette période de juillet-août, je ne parle pas depuis le début de l'exercice, bien sûr la période estivale, on est à peu près, avec des plus et des moins, mais globalement on est à 50% par rapport à l'été 2019. Est-ce que ça vous donne un espoir pour la suite ? Je ne sais pas si vous me dites exactement comment évolue la situation sanitaire, je peux être plein d'espoir, mais sur ce que je vois en ce moment, je ne peux pas vous dire que j'ai un grand sourire et que je suis très optimiste sur les mois qui viennent. La situation sanitaire a plutôt l'air de s'aggraver autour de nous. Monaco reste relativement préservé, encore qu'on a quand même quelques cas. Ce qui nous pénalise le plus, à la limite, c'est même pas l'évolution régionale qui n'est pas bonne. En revanche, ce qui est très inquiétant pour les mois qui viennent, c'est que les grands déplacements internationaux, qui sont quand même la base de notre clientèle,
sont pratiquement bloqués, quoi. Moi, on n'a pas de clients du Moyen-Orient, on n'a pas de clients des États-Unis, on n'a pas de clients d'Amérique latine et pas de clients de Russie. Ça fait qu'une grande partie de la base de notre clientèle, elle n'est pas là. Et elle ne peut pas venir. Moi, mon objectif, c'est de contribuer au rayonnement de la principauté, de faire en sorte que Monaco ne se donne pas l'impression d'être une ville morte. Donc on veut ouvrir le plus possible. Et pour le moment, tout est ouvert. Et bien entendu qu'on réfléchit. Est-ce que de temps en temps, est-ce qu'on peut fermer ci, fermer celui-là? On réfléchit. Mais moi, j'aborde l'étude toujours avec un biais favorable pour rester ouvert. Bien, nous sommes étroitement liés à l'océan parce que nous ne pouvons pas vivre sans l'océan. L'océan nous fournit l'eau que nous consommons, nous fournit 70% de l'oxygène que nous respirons à partir des plantes aquatiques, absorbe 30% du CO2 qui est généré par les activités humaines et nous ne vivons que grâce à l'océan. Et l'océan est en grand danger. Nous l'avons surexploité. Nous injectons tous les ans 2 milliards de tonnes de déchets dans l'océan. 2 milliards de tonnes de déchets, c'est impressionnant. La pollution par les plastiques, ils ne sont peut-être pas toxiques, mais ils ont des effets secondaires extrêmement toxiques. C'est que les plastiques sont des transporteurs de microbes et vont permettre de diffuser des bactéries qui peuvent être pathogènes tout au long de l'océan, qui est un milieu qui est extrêmement communicant. Je pense que c'est important de partager ça aussi avec les gens, de dire qu'écoute, il ne faut pas avoir peur de vivre, il faut continuer de vivre, mais il faut qu'on vive d'une manière un peu différemment et qu'en fait la planète il continue bien, même si nos activités, on a moins d'activités qu'avant. Et puis, c'était une année très, très, très active, en fait. Peut-être les années les plus actives que les glaciers de Monaco a eu jusqu'à maintenant, tout simplement à cause des chaleurs et la glace qui fond, et en fait de l'eau qui part au fond des glaciers, qui lubrifie un peu les rochers, qui fait glisser la glace. Ici, on peut être presque un exemple pour le monde entier. Et puis je pense pour nous qui est dans une situation un peu privilégiée d'être ici à Monaco, c'est vraiment c'est inspirant de voir que des projets continuent, que les gens ont envie de vivre et puis qu'on va reprendre la vie normale au plus vite. On a accepté ces contraintes, même cette prison, on peut le dire, mais on sait pourquoi. C'était pour avoir une liberté sans équivalent, être sans limite de temps théorique, à grande profondeur. Là où les 20 dernières années, je ne pouvais aller que 10-20 minutes pour des heures de remontée périlleuse, bah, tout à coup, je pouvais rester 2, 3, 4 heures et 2 fois dans la journée. Donc, je faisais presque une journée complète à grande profondeur en Méditerranée sans plus me soucier de la décompression puisque je n'avais pas véritablement à remonter, à gagner l'air libre, mais simplement à rejoindre la tourelle ascenseur qui m'amenait dans la station spatiale pressurisée. Toute science commence pour moi en tout cas par de l'exploration. L'exploration, ce n'est pas la partie romantique de la science, c'est la partie primordiale. Bon, dès le premier jour, on est tombé sur la reproduction des calamars veinés, une espèce de calamar de Méditerranée plutôt rare, et qui pendant 3 heures durant s'est accouplé, reproduit devant nous. On a pu filmer tous les détails de ce moment crucial dans leur cycle de vie, puisque dans la vie d'un calamar, il n'arrive qu'une seule fois, après quoi il meurt. Mais moi, j'avoue que je n'ai pas si mal vécu que ça, l'enfermement. Il y avait un inconfort thermique parce que dans une atmosphère à 97% d'hélium, on a toujours trop chaud ou trop froid, mais on n'est jamais bien. Alors ça, c'est un peu handicapant. Et puis on a les cordes vocales à peu près paralysées par la haute pression et par l'hélium, ce qui fait qu'au début, c'est rigolo, on a une voix de canard. Puis après, c'est plus rigolo du tout parce que tout simplement, on ne se comprend pas. On peut faire tous les efforts d'articulation. C'est inaudible. La vraie difficulté, c'était le fait de sortir à grande profondeur, d'y rester 3 à 4 heures, 2 fois par jour, et de subir ce froid qui
qui est très particulier parce que ce n'est pas simplement le froid des basses températures. En Méditerranée, à 120 mètres, l'eau est à 14 degrés, ce n'est pas si froid que ça, surtout quand on est bien équipé. Mais c'est le froid lié à la haute pression et à l'hélium. C'est un froid votre chaleur vous est arrachée par les poumons à chaque expiration. Donc on peut mettre toutes les combinaisons sur le dos, ça ne change rien. Le sport, d'abord, c'est l'équité, c'est-à-dire l'égalité devant la règle, qui crée de la dignité quand on l'utilise comme ça, même dans les zones d'extrême pauvreté. À partir de là, on a un langage qu'on peut parler, le langage du sport, qui crée du dialogue. Et si on travaille bien, eh bien du dialogue ressort l'acceptation des différences et une stabilisation des communautés. La paix, c'est pas l'absence de guerre, c'est le concept de paix des Nations Unies qui nous intéresse. Et on travaille sur les différents paramètres qui permettent de la vérifier. Mais ce qui habite un peu notre esprit lorsque nous faisons ces propositions, c'est surtout de proposer à un public le plus large possible ce qui pourrait être réservé à quelques-uns. Nous souhaitons le proposer à tous. Alors bien sûr, il y a des thèmes, des parcours, des formations plus adaptés à ceux qui déjà fréquentent l'Église, nos paroisses et les mouvements catholiques. Mais nous voulons aussi que ces rencontres soient des passerelles, des ponts avec le monde aujourd'hui, la société d'aujourd'hui. Nous sommes toujours encore en train de méditer le grand texte du pape François, Laudato Si, cette dimension de l'écologie, de l'intégration de l'environnement dans notre réflexion, dans nos échanges, dans nos modes de vie. Est quelque chose qui habite notre réflexion et notre cœur. D'ailleurs, comme le disait déjà le Concile Vatican II, il n'y a rien qui préoccupe le cœur de l'homme, rien de ce qui est humain qui nous est indifférent. Bon, il nous faut encore, je pense, prolonger cette réflexion, puisque nous allons nous trouver quand même dans des moments difficiles au niveau économique, au niveau social, et l'Église devrait être présente et attentive à tous les besoins et à tous les appels qui forcément nous parviendront dans les semaines et les mois qui viennent. On avait à l'origine prévu une thématique autour des monstres, figurez-vous. Et puis devant la crise sanitaire, on s'est dit peut-être qu'on allait remiser ce programme. Un peu trop anxiogène peut-être. Voilà, l'actualité étant peut-être elle-même déjà comme un mauvais film fantastique ou une mauvaise série. Et toujours ces partenariats avec différentes entités culturelles de la Principauté, le NMNM, les ballets de Monte-Carlo, également le Monte-Carlo Jazz Festival. Tout à fait, qui est un de nos 2 nouveaux labels, puisqu'on va développer désormais avec Jean-René Palacio une fenêtre cinéma à l'intérieur de ce grand festival de jazz. Et deuxième nouveauté de cette programmation, un deuxième label qu'on va développer avec l'Alliance française de Monaco, qui s'appelle De l'écrit à l'écran, à savoir comment un roman, un ouvrage, une nouvelle est porté à l'écran par un cinéaste. Il faut penser que la comédie a un devoir moral aussi d'aider, surtout dans un moment compliqué. Vous avez vu la situation des États-Unis, par exemple. Je parle tous les jours avec mes amis qui sont là, qui sont acteurs, directeurs, producteurs. C'est un désastre. Encore en plus, pour ces motifs, je pense que qui fait du cinéma, qui fait de la comédie, doit chercher de faire sourire un petit peu le public et les personnes que nous avons autour de nous. On espère parce que c'est une grande bataille, cette fois avec un ennemi qui est très petit mais très dangereux. Un ennemi invisible dont il faut se méfier. Merci à tous nos invités de la semaine d'avoir été avec nous. Il est l'heure à présent de découvrir le best-of des réseaux sociaux. Il est signé Laura Woodruff.
Yeah, you'll do it. What? Another one. Do the next one. Do another one. Plus efficace que la canne à pêche? Le chien. Le best-of de la semaine est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Lundi, Patricia Navarro sera de retour aux commandes de votre JT. Quant à nous, on se retrouve jeudi prochain. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.